Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Cosmologie à ciel ouvert, nous poursuivons notre parcours. Et comme vous le savez, si l'on jette un regard sur l'histoire des sciences, pour les périodes anciennes, ce sont souvent les gens des sciences humaines qui sont requis. C'est la raison pour laquelle, après avoir eu le plaisir d'entendre Nicolas Zuffray, après avoir pu entendre la semaine dernière Jean-Daniel Mackie, j'ai le plaisir d'introduire mon collègue, mon grand ami Guylain Waterloo, qui a été doyen de la faculté de théologie, à qui l'on doit beaucoup, avec l'aide d'amis généreux, pour la construction de ce programme avec des amis de l'astrophysique, Guylain Waterloo, qui aujourd'hui va nous transporter chez les philosophes grecs et nous montrer comment s'articulaient, s'opposaient leurs diverses cosmologies. Cher Guylain, à toi la parole devant ce public qui est déjà conquis. Merci beaucoup, Michel, pour ces mots très aimables. Eh bien, cher public, après les deux premières séances, les deux premières leçons, où il a été question d'abord des cosmologies chinoises, puis des cosmologies antiques du Proche et du Moyen-Orient, et en particulier des cosmologies telles bibliques, celles que l'on trouve dans la Bible hébraïque, il fallait évidemment en venir à un morceau très important, un morceau qui est également un morceau de choix, qui est la philosophie grecque. Alors nous avons cherché cet été, s'il y avait un spécialiste vraiment de la philosophie grecque qui était disponible, nous n'en avons pas trouvé, mais en ce qui me concerne, donc philosophe, je suis un amateur éclairé de Platon et d'Aristote. Le divin Platon et Aristote m'accompagnent toujours avec d'autres, et je vais avec vous faire un petit parcours dans leur cosmologie. Alors, pour commencer, commençons par aller un peu en arrière. Et rappelons-nous que jusqu'au VIe siècle avant notre ère, la mythologie grecque présente des cosmogonies et des théogonies intimement mêlées. Au fond, dès avant l'âge classique, dès le 8e siècle avant notre ère, des auteurs comme Hésiode, avec sa théogonie, proposent de façon tout à fait mythologique un engendrement, une compréhension de l'engendrement du monde où les dieux et la réalité cosmique sont intimement mêlés, inextricablement mêlés. Les dieux font partie, sont dans le cosmos, relèvent du cosmos, et c'est par leurs actes, leurs actions, que le cosmos se constitue progressivement. Ainsi, l'ordre du monde s'explique d'abord et avant tout par la guerre des dieux et son résultat. D'ailleurs, vous avez vu l'illustration qui est posée ici du tableau de Rubens, un détail de la chute des titans, qui exprime comment la grande titanomachie a accompagné l'advenue de Zeus au sommet de l'Olympe et à la tête de tous les dieux, Zeus venant à bout de son père Chronos qui avait juré de le tuer comme tous ses autres enfants. Une fois que Zeus est en place, l'ordre du monde tel que les humains le connaissent et se comprend à partir de cet ordre des dieux. Mais donc vous voyez, on est loin d'une cosmologie scientifique. Au fond, il faut la naissance d'une première forme de physique pour qu'on puisse vraiment parler de cosmologie. Et cette première forme de physique, elle ne va pas survenir avant le VIe siècle, c'est-à-dire avant les auteurs que l'on nomme, que la tradition a nommés, une fois la philosophie constituée et son histoire déjà bien avancée, a appelé les présocratiques. Ceux qui précèdent Socrate, Socrate étant considéré comme le père de toute la philosophie. Or, il n'était pas le premier, il n'était pas le premier moteur, nous reviendrons sur cette notion tout à l'heure, de toute la philosophie.
il s'appuie et s'inspire des présocratiques qui, déjà avec Pythagore, introduisaient les mathématiques dans la compréhension du monde, avec Parménide, introduisait des spéculations rationnelles sur la question de l'un et du multiple, avec Héraclite, introduisait des spéculations sur l'écoulement des choses, sur le devenir, sur la mouvance perpétuelle et l'impermanence, avec Anaxagore, s'interrogeait sur la nature des astres, ou encore Démocrite sur les premiers éléments. D'ailleurs, Démocrite, de ce point de vue-là, a des allures bien scientifiques. Je veux dire qu'il parle assez aux physiciens d'au-delà XVIe siècle, parce que c'est bien lui qui pose la notion d'atome et de l'idée d'une constitution corpusculaire du monde à partir des atomes, des plus petits éléments premiers constituant la réalité matérielle. Mais s'il y en a un dont je voudrais un peu parler spécialement ici parmi ces présocratiques, évoqués spécialement ici parmi ces présocratiques, c'est bien Empédocle. Car Empédocle est celui qui a introduit la notion des 4 éléments et qui l'a pensé. Alors, faisons bien attention, si j'en parle spécialement aujourd'hui, c'est bien avec l'idée de la continuité de ce cours. Vous vous rappelez que lorsque nous examinions avec Nicolas Zuffray les cosmologies chinoises, puis aussi avec Jean-Daniel Mackie la cosmologie hébraïque, nous avions vu par exemple l'importance de l'élément de l'eau. Et nous étions frappés par cela. Eh bien, avec Empédocle entre dans l'effort de compréhension du monde une théorie dite des 4 éléments. Connaît, je lis le fragment B6, connaît premièrement la quadruple racine de toute chose, Zeus au feu lumineux, Héra, mère de vie, et puis Aidoneus, Nestis enfin, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent. Ainsi, comme le soulignera Diogène Laërce, Empédocle ajoute, il propose 4 éléments, donc feu, eau, terre, air. Alors, Zeus, le feu, Héra, l'air, Aidoneus, Hadès, la terre, et Nestis, l'eau. Ces 4 éléments constitutifs de toute réalité sont mélangés, sont compris par Empédocle comme mélangés à partir de 2 principes que nous nommerions psychiques ou spirituels, l'amour et la haine, qui, par des mouvements contrariés et alternatifs, en s'opposant, eh bien, l'amour fait tendre à l'unité tous les êtres et la haine à la dispersion et à l'éclatement de tous les êtres. Ainsi, les éléments doivent sans cesse en tension se composer et se recomposer. Et Empédocle imagine que le devenir du monde, dans cette lutte de l'amour et de la haine, a conduit petit à petit à passer d'un monde entièrement un à un monde différencié, puis à un monde avec des êtres androgynes, et enfin, l'œuvre de la haine progressant, un monde où la reproduction sexuée est devenue nécessaire. Bref, identité, altérité, amour, haine jouent dans un effort pour comprendre, mais toujours, voyez-vous, de manière, on est à la limite, on n'est pas vraiment dans la physique, si vous voulez, on n'est pas véritablement dans une pensée rationnelle épurée, mais il y a déjà un effort chez ces penseurs présocratiques pour aller vers une rationalisation de la compréhension du cosmos. Oui, je n'avais pas avancé le dernier élément, que je vous laisse une seconde sur le panneau, rappelant ces 4 éléments. On assiste alors à la naissance de cosmologies dont l'enjeu est de déployer par la raison une explication de la Genèse et de la place des choses. On assiste aussi aux premières accusations d'impiété, par exemple contre Anaxagore.
Dans l'apologie de Socrate, alors on sait qu'Anaxagore a dû s'exiler. On ne sait pas si véritablement il a été accusé d'impiété pour la raison que vous voyez là, qui est énoncée lors du procès de Socrate à l'apologie. Quand Socrate discute avec un de ses accusateurs et qu'il convoque un de ses accusateurs à discuter avec lui, Mélétos, il lui dit « Est-ce que je ne reconnais même pas, comme le font les autres gens, que le soleil et la lune sont des dieux ?» Mélétos répond « Par Zeus, juge, non, il ne les reconnaît pas pour tels, puisqu'il dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. » Socrate de dire « Ah, tu t'imagines accuser Anaxagore, cher Mélétos, et ce faisant, tu méprises les juges en les prenant pour des gens si incultes qu'ils ne savent que ce sont les livres écrits par... Pardon, tu t'imagines accuser Socrate, excusez-moi, c'est une erreur sur la copie. Tu t'imagines accuser Socrate, cher Mélétos, il faudra que je le corrige avant de le mettre sur le site, et ce faisant, tu méprises les juges en les prenant pour des gens si incultes qu'ils ne savent que ce sont les livres écrits par Anaxagore de Clazomène, qui sont pleins de ce genre de théorie. Alors, comme la chouette de Minerve, nous le savons depuis Hegel, l'oiseau de la sagesse ne se lève que le soir, c'est au fond à un âge déjà avancé des spéculations et des réflexions philosophiques qu'apparaît vraiment une première forme de cosmologie rationnelle, bien que, vous le verrez, elle est encore fort empreinte d'éléments à proprement parler théologiques et religieux. C'est avec Platon, en effet, et spécialement le Timée, sur lequel je voudrais nous arrêter un peu plus longuement. Ce sera le morceau de résistance de cette intervention, de cet exposé. Le Timée, un dialogue périphousséos sur la nature, ouvrage de la vieillesse de Platon, dont il faut dire tout de suite qu'il est inscrit dans les préoccupations fondamentales de Platon. Ça n'est pas, Platon ne développe pas une cosmologie en vue d'elle-même. Son projet essentiel, ce qui a soutenu, mu, aiguillé, animé toute sa vie, c'est le mot d'ordre que Socrate avait découvert lui-même au temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Connais l'être humain. Et par conséquent, pour Platon, toute la philosophie, c'est au fond Platon qui introduit la notion que c'est sur l'homme que doit être centrée la philosophie. La philosophie a une destination essentiellement politique. Il faut comprendre ce qu'est l'être humain pour qu'il occupe la juste place dans le monde et qu'il réalise pleinement ce à quoi il est destiné en imitant la perfection des êtres parfaits, en l'imitant de manière amoindrie dans une cité profondément et totalement réformée. C'est en effet le programme de son plus grand dialogue, ou plutôt du dialogue de son plus grand sans doute, enfin, ça ce serait une discussion à faire, je n'aime pas trop dire le plus grand, en tout cas le plus connu, du dialogue La République, en des livres le plus lu, et qui est centré sur cette préoccupation. Or, à la fin de sa vie, quand il écrit le Timée, Platon a le souci d'écrire un triptyque dont on ne voit paraître en fait qu'une partie et demie. Mais l'idée, c'était faire une cosmologie, c'est-à-dire comprendre comment le monde a été constitué, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce qu'il engendre, qu'est-ce qu'il est. Et à partir de là, comprendre ce que l'être humain devrait être à partir de ce que l'on sait du monde, et c'était le Critias qui devait déterminer la question de l'histoire des êtres humains et ce qu'ils étaient autrefois, dans une sorte dans l'Atlantide perdue, et Hermocrate devait raconter l'histoire de cette Atlantide.
Donc, une préoccupation fondamentalement centrée sur ce que c'est que l'être humain. Mais comment constitue-t-il sa pensée du cosmos? Il faut accepter, voyez-vous, d'être un peu dépaysé. Aux yeux de Platon, s'il y a un cosmos, ce que nous nommons l'univers, c'est parce qu'il y a, d'une part, des formes intelligibles, identiques à elles-mêmes et éternelles, des réalités parfaites, immuables, et qui sont purement spirituelles, et qui constituent les archétypes, la réalité essentielle de toute chose hors du cosmos. Il ne faut pas les penser dans le cosmos. Le principe, c'est l'ensemble des formes intelligibles, organisées et articulées à partir de l'un beau, bien et parfaitement un. Beau, bon, un. Donc, d'une part, il y a des formes intelligibles, d'autre part, un démiurge. C'est très étrange. Vous voyez, on va entrer à nouveau dans des récits où on voit des personnages singuliers. Un démiurge, un fabricant de l'univers, et enfin un matériau, nous dirions une matière. Et si il est nécessaire qu'il y ait une connaissance, des formes intelligibles, ce n'est pas de manière arbitraire que Platon le pose. S'il part des formes intelligibles, ce n'est pas parce qu'il se dit « eh bien, la vérité, c'est ce qui est être immuable au-delà, je le pose comme un postulat ». Non. Il est parti d'une analyse régressive dont il nous fait part dans ces différents dialogues. Il est parti de l'expérience que nous vivons tous. Et il a constaté qu'on ne peut avoir de connaissances réelles, stables, pense-t-il, à partir de nos sens et de ce que nous nommons la connaissance sensible. Car cette connaissance est une pseudo-connaissance. En réalité, ce que les sens nous offrent sous forme bigarrée, un chatoiement de formes, de couleurs, de sons, d'odeurs, eh bien, c'est en réalité une fuite permanente et un changement continuel qui fait que tout ce qui nous entoure, et c'est pour ça que le relativisme est si puissant chez les êtres humains et revient sans cesse, tout ce qui nous entoure est relatif à chacun et au moment qui passe. En un sens, Héraclite a bien raison, dans cet univers, tout passe, tout bouge et rien ne reste jamais à la même place. Et du coup, Platon dit dans le Théétète, mais alors comment voulez-vous construire une connaissance stable? En fait, il n'y en a pas de connaissance stable. Peut-être qu'il faut écouter les sophistes et se dire que le mieux, c'est de suivre les bonnes apparences, celles qui nous rapportent le plus. Donc, aux yeux de Platon, qui ne veut pas se contenter de suivre les apparences et celles qui nous rapportent le plus, la difficulté est bien de connaître ce cosmos visible. Comment le connaître si tous nos sens nous font mettre en contact avec des réalités qui fuient entre nos doigts? Eh bien, si nous pouvons connaître quelque chose, dit-il, il faut postuler que ce monde visible n'est pas tout à fait laissé à lui-même. Et s'il est en partie connaissable, c'est parce qu'il est pénétré par les formes intelligibles, l'être stable, immuable et rigoureusement déterminé, qui pénètre les réalités sensibles et les structures et font qu'il n'y ait pas un chaos. Le sensible participe ainsi de l'intelligible. Si notre monde, qui est si fuyant, n'est en même temps pas un chaos, c'est parce que l'intelligible vient le traverser et le structurer. Mais pour que cela soit advenu, que le sensible, participe de l'intelligible, il a fallu qu'il y ait une sorte d'intervention transcendante et descendante. En fait, donc, s'il y a un cosmos, nous le disions,
c'est parce qu'il y a d'une part des formes intelligibles et d'autre part un démiurge et enfin un matériau. Pour Platon, une forme intelligible présente ses caractères, c'est une entité non sensible qui existe en soi, toujours et absolument, qui est pure, sans mélange, qui n'est pas sujette au devenir, qui n'est pas composée, et qui surtout entretient avec les réalités particulières qui en participent, un rapport de modèle à image. Les formes intelligibles sont le modèle à partir duquel toute réalité sensible, donc le cosmos, peut exister. Et s'il existe, c'est parce qu'il est engendré comme cosmos à partir de la considération des formes intelligibles. Le démiurge, c'est le médiateur. C'est celui qui, contemplant les formes intelligibles, va structurer un monde. Le monde, l'unique cosmos. D'où ces notions singulières qu'on trouve dans le Timée, dans ce dialogue, de démiurge, d'âme du monde et de nécessité. Vous voyez, on va se déplacer comme sur un curseur. On a considéré d'abord les formes intelligibles, le démiurge et le cosmos qui va être. Et puis maintenant, quand qu'on considérera les choses à partir du cosmos, on considérera le démiurge, l'âme du monde et la nécessité. L'ordre causal du monde est en effet le résultat de l'activité fabricatrice d'un Dieu, mais pas à partir de rien. Donc faisons bien attention ici, il produit le cosmos, ce démiurge, à partir d'un substrat donné. Comme dans la Genèse, dont on parlait la semaine dernière. Il n'est en effet pas question d'une création à partir de rien, d'une création ex nihilo. Le démiurge n'est pas du tout responsable de ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Grande question métaphysique, comme vous le savez, bien posée, formulée de manière définitive par le philosophe allemand Leibniz. Il n'est pas responsable de ce qui est quelque chose plutôt que rien du tout. Il est responsable de l'ordre de la réalité, du fait que le cosmos est cosmos et non pas un tohu-bohu. Vous l'aurez donc compris, le démiurge a affaire à une matière première que Platon va nommer Cora. Il faut noter, en outre, que ce démiurge, ce Dieu, n'est pas comme les autres dieux de la tradition. Il n'est pas ambitieux, querelleur, vindicatif, aimant passionnément parfois, d'autres fois généreux. Il est en fait parfaitement bon parce que parfaitement rationnel. Il est conduit par le principe du meilleur parce qu'il est foncièrement un intellect, une intelligence, et que la connaissance réelle ne peut vouloir que le bien. Platon est de ceux qui pensent qu'on ne fait le mal ou qu'on ne peut pas faire le mal volontairement. Et que quand on fait le mal, c'est par ignorance ou par illusion de savoir. Mais qu'en réalité, si l'on sait quelque chose, cela ne peut pas nous conduire, relativement à ce à propos de quoi le savoir s'applique, à mal faire. La connaissance réelle ne peut vouloir que le bien. Donc, c'est le bien qui dirige, le meilleur qui dirige la constitution du cosmos. Considérons bien son statut. Parce qu'il faut faire attention. Chez Platon, il y a bien un personnage qui ressemble tout à fait à un personnage de mythologie, ce démiurge. En réalité, c'est un semi-personnage. Une fois, il est au singulier. Une autre fois, dans le dialogue au pluriel. Singulier, pluriel. En réalité, c'est surtout une fonction. Fonction productrice de l'univers. Le démiurge calcule,
raisonne, fabrique, c'est un artisan. Pour la sphère armillaire, la grande sphère qui constitue l'univers, pour la sphère armillaire à laquelle est identifiée l'âme du monde, il travaille comme un forgeron. Il prépare et fond l'alliage qui en constitue la substance. Il est peintre aussi lorsqu'il dispose les constellations sur la voûte céleste. Et enfin, il est comme pharmacien lorsqu'il dose les éléments qui entrent dans la composition du corps du monde. Un pharmacien qui procède par proportion mathématique. Pas un pharmacien empirique, une espèce de pharmacien purement scientifique. Pas un pharmacien qui fait des tests et des combinaisons, celle-là est mieux, celle-là est moins bien, non. Un pharmacien qui applique des règles mathématiques strictes. C'est donc assurément un constructeur qui assemble, et par conséquent le modèle cosmologique de Platon est artificialiste. C'est d'ailleurs ce qui sera précisément, on le verra rapidement tout à l'heure, essentiellement critiqué par Aristote. Mais revenons au démiurge. Il façonne le monde, donc, nous disions, en fonction du meilleur. Mais il le fait en travaillant une matière, un substrat, la kora. La kora qui est régie par la nécessité. Donc, regardons bien. Le démiurge, la fonction créatrice, n'est pas toute puissante. Elle doit s'adapter à une matière première qui elle-même est traversée par la nécessité, qui impose des conditions. Le démiurge est d'ailleurs lui-même assez énigmatique, c'est-à-dire qu'il fait son travail de constitution d'abord de l'âme du monde, de la sphère, de la première sphère, puis la constitution des étoiles mouvantes après la première sphère des fixes, la constitution des étoiles mouvantes à l'intérieur de cette sphère et la constitution de la Terre en son milieu qui est parfaitement fixe, parfaitement équilibrée, posée en équilibre sphérique, posée en équilibre au milieu et étant terre, ramenant à elle, par une sorte d'attraction, tout ce qui est pesant. Aristote développera beaucoup ce thème. Et ensuite, les couches de la sphère cosmique il n'y a pas de vide. Elles sont constituées d'abord de ce que Platon pense d'y être de l'eau, puis de l'air, puis plus près des étoiles fixes parfaites, qui imitent le mouvement des formes intelligibles dans une rotation circulaire continue, qui est le mouvement parfait et éternel, une fois qu'il est lancé, et se trouve là le feu, le plus noble des 4 éléments. Donc le démiurge, cet énigmatique dieu qui fait son travail puis se retire, laisse le relais, une fois qu'il a constitué la sphère armillaire, il laisse le relais à l'âme du monde, l'âme immanente au monde, âme très singulière. En un sens, vous voyez, elle est infiniment supérieure à la nôtre, et en un autre, elle est inférieure. Parce que notre âme est purement intelligible, alors que l'âme du monde ne peut pas être purement intelligible. Elle est une association par nature de même et d'autre, d'indivisible, le même, et de divisible, l'autre. Ça veut dire que pour constituer le monde, ça exprime que le travail du démiurge a dû être une application, un travail de l'intelligible dans la matière première, avec la kora. Et que par conséquent, il y a une sorte d'équilibre, comme si on peut parler ainsi, pour aller très vite, entre ce qui est virtuellement le tohu-bohu traversé seulement par une nécessité assez énigmatique, et de l'autre côté, le parfait ordonnancement des formes intelligibles. Donc l'âme du monde, elle est à la fois matérielle et spirituelle. Cette âme du monde prend le relais et elle maintient l'ordre mathématique constamment dans le changement incessant.
car, on peut le revoir ici résumé, tout ce qui est doit être compris comme étant soit forme intelligible qui échappe au sens et que l'on peut retrouver lorsqu'on a fait le cheminement libérateur intégral de la philosophie qui fait que notre âme est comme détachée du corps et qu'elle contemple au-delà du cosmos les réalités pures et éternelles. Image de la forme intelligible, c'est-à-dire les structures de l'objet, si nous pouvons dès cette vie faire de la philosophie, c'est parce que dans tout objet que nous rencontrons, lorsque nous le regardons d'une manière philosophique, eh bien, nous découvrons une structure qui nous rappelle les formes intelligibles et nous fait tourner la tête vers elles. Enfin, notre monde est traversé par un flux phénoménal insaisissable, celui dont on parlait au début en parlant des chatoiements de couleurs et de sons qui nous échappent sans cesse et qui filent comme le sable entre les doigts. Enfin, le substrat Cora, qui échappe au sens et qui est une réalité qu'on ne peut saisir que par un raisonnement bâtard qui ne s'appuie pas sur la sensation. Parce que la Cora, évidemment, personne ne la rencontre. L'intellect peut connaître les formes intelligibles, mais même pour l'intellect, la Cora, c'est la limite de la connaissance. C'est l'indistinct inconnaissable. Il est simplement postulé comme nécessaire. Cette Cora, nous le disions, est habitée par la nécessité et des mouvements propres à elle et réglés en elle, que le démiurge va plier en réalisant une sorte de consensus d'accord, donc, et il va faire en sorte, lui, le démiurge, il va consentir pour la constitution des êtres du cosmos, il va consentir aux limites qu'impose la Cora, qu'impose la nécessité, mais en même temps, il va incliner, vous voyez, c'est comme un jeu de recherche d'un consensus, si on veut parler vraiment par image, là c'est un peu trop métaphorique, mais il va s'accorder, il va incliner la Cora, la matière première, à se laisser pénétrer par les formes, donc à être compatible avec la présence des formes. Ce sera particulièrement important pour tout ce qui relève des réalités et des vivants du monde, car les réalités et les vivants du monde, cette fois je distingue cosmos et monde, c'est-à-dire je distingue cosmos et notre Terre. Les réalités du monde, des vivants du monde, c'est qu'ils sont, comment sont-elles constituées? Elles sont formées par le fait que la nécessité consent à se laisser pénétrer par des formes mathématiques. Et donc Platon pose qu'à la racine de toute la matérialité que nous connaissons, c'est-à-dire celle qui donne les formes vivantes, il y a, et là c'est très compliqué dans le Timée, parce qu'il y a des calculs mathématiques et des proportions mathématiques extrêmement difficiles à suivre et à saisir, c'est que le monde est constitué d'éléments premiers qui sont des polyèdres réguliers, tétraèdres, hexaèdres, octaèdres ou enfin, à 20 faces, icosaèdres, grâce auxquels le jeu de ces éléments microscopiques va composer des êtres sensibles ayant eux-mêmes des formes déterminées en dernière instance par la géométrie, c'est pour ça qu'ils sont connaissables. Donc, la Cora ayant accepté l'insertion en elle de réalités mathématiques, des formes déterminées et un monde structuré s'organise et survient. Il devient notre cosmos. La cosmologie, alors, excusez-moi, donc dans une extraordinaire application du principe d'économie, tout peut finalement se ramener à la combinaison, tout sur la Terre peut se ramener à la combinaison de ces 4 composants géométriques. La cosmologie devient ainsi une véritable scène, et le démiurge a produit l'univers comme un grand vivant. Cet univers lui-même est animé. Ce qui est premier en lui est l'âme du monde, on l'a vu, qui est à la fois intelligible et matérielle. Elle est engendrée parce qu'elle est matérielle et qu'elle n'est pas Cora. Et l'âme du monde est donc une créature qui a certains commencements, mais qui n'est pas appelée à avoir de fin. L'âme du monde rend compte de l'ensemble des mouvements, un commencement pensé.
Elle est le principe du mouvement de la voûte céleste et des étoiles fixes, du mouvement des étoiles mobiles, les planètes de notre système solaire, des couches d'eau, d'air et de feu dans le cosmos, dont on parlait tout à l'heure, et tous ces mouvements se rapportent à l'interne, à la fixité de la Terre qui est ronde et stable, au centre du cosmos. Alors, par rapport à cette cosmologie extrêmement sophistiquée, extrêmement, à vrai dire, difficile, se mettre à lire le Timée, c'est un des dialogues en fait les plus difficiles de Platon, pour tout dire. Ça fait partie, avec le Parménide, avec dans une certaine mesure le Philèbe, ça fait partie des textes les plus difficiles de la pensée platonicienne. Mais, cette extraordinaire construction a été très vite soumise à la critique par celui qui fut un de ses plus grands disciples, j'ai nommé Aristote. Alors sur Aristote, vous avez bien compris, je vous disais que le morceau de résistance était Platon, nous n'allons pas nous arrêter beaucoup, mais nous allons, au fond, il y a beaucoup de ressemblances, mais quelques différences fondamentales. Si on voulait simplifier à l'extrême, ce qui est obligatoire dans le cadre de 45 minutes à propos des cosmologies grecques, si on veut simplifier à l'extrême, on pourrait dire il y a au fond des ressemblances essentielles et quelques différences capitales qui vont faire bouger la compréhension de la cosmologie. C'est en effet le traité du ciel, un traité en 4 parties où Aristote présente un ordre du monde qui n'a pas de genèse, mais qui n'en renvoie pas moins, alors notons-le. Grande différence, vous voyez déjà, ordre du monde qui n'a pas de genèse. Chez Platon, il y a l'idée que le démiurge forme le monde, il est engendré le monde. Aristote dit, mais c'est absurde, parce qu'il faudrait engendrer le temps dans le temps. Une de ses critiques majeures consiste à dire, mais engendrer le temps dans le temps, ça ne joue pas. En fait, Aristote pense que la réalité du cosmos, elle n'a jamais commencé, elle a toujours été là. En revanche, donc il y a moins de théologie que chez Platon, il y a moins d'intervention divine. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de Dieu. Car l'ordre du monde n'en renvoie pas moins à un Dieu qui est acte pur, indépendant du cosmos, non créateur, mais à partir duquel l'ordre des choses tient son équilibre en désirant imiter la perfection de l'acte pur qui pense à tout instant la totalité du réel dans la pensée infinie qu'il est. D'ailleurs, c'est dans un texte de physiologie, c'est très curieux, que Aristote donne une des raisons de la démonstration de l'existence de ce Dieu, acte pur. Il dit, on pourrait se poser la question suivante. Si quelque force meut le ciel tout entier, puisque la question c'est le mouvement, qu'est-ce qui fait que quelque chose se meut? Et pour que quelque chose se meuve, il faut qu'il soit mu. Ne faut-il pas que la chose qui meut le ciel tout entier soit immobile, et qu'en outre, elle ne soit pas une partie de ce ciel, ni ne se trouve dans ce ciel. Car si d'une part, le mouvant qui le meut est lui-même mu, il est nécessaire qu'il meuve par contact avec quelque chose d'immobile. La régression indéfinie. Si on dit, au fond, Dieu, c'est peut-être une étoile fixe qui meut le reste, eh bien, elle a la puissance de le faire. Elle-même, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose qui la meut. Il faut un premier moteur immobile. Si d'autre part, le mouvant est directement immobile, il faut également qu'il ne fasse pas partie de ce qui est mu. On a d'ailleurs raison de dire que la sphère qui se meut circulairement n'a aucune de ses parties qui demeure immobile. Sinon, il faudrait nécessairement ou bien qu'elle restât tout entière immobile, la fameuse sphère des fixes, l'extrémité de la sphère armillaire, enfin pas l'extrémité, la limite extérieure, le dernier ciel de la sphère armillaire,
il faudrait nécessairement ou bien qu'elle restât tout entière immobile, ou bien que sa continuité, la continuité de son mouvement, fût rompue et qu'il y ait alors un commencement. Et on se demande comment il pourrait avoir lieu. Au contraire, on a tort de penser que les pôles, alors critique en passant de ceux qui disent en fait c'est par les pôles qui ont une capacité particulière, ça c'est des platoniciens. Alors je le dis en un mot, Platon pensait très fortement que le point avait une puissance d'engendrement extraordinaire. Le point, c'est un être mathématique singulier, c'est une réalité mathématique singulière. Et il pense que le point a une réalité d'engendrement particulière. Platon pense que le premier engendrement, c'est point, puis ligne, puis forme, etc. Donc là, Aristote critique en passant et dit les pôles qui sont des points ne sont pas des puissances, et donc je passe parce qu'autrement je vais être trop long. Donc je le disais, cette fois le point capital, c'est qu'il n'y a pas à penser d'engendrement du monde. Le monde se déploie en fonction d'un Dieu qui le meut sans cesse, qui est la perfection absolue, et le monde est attiré, et plus il est proche de sa circonférence, plus il est proche du divin, et donc plus il est parfait, et donc il est plus divin, mais n'est pas le Dieu même. Si le cosmos ne se suffit pas à lui seul, car il dépend de la perfection première et du premier moteur immobile, il est en revanche éternel. Pas de Big Bang, si vous voulez, pensable, dans une perspective aristotélicienne. Ça avait d'ailleurs posé des problèmes aussi à Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, quand il s'agissait de penser la création du monde et qu'il était devant les thèses aristotéliciennes qui disent que le monde n'a jamais été créé. Alors au fond, si on ramène les grandes différences entre Aristote et Platon à l'essentiel, on aurait ceci. D'abord, une théologie minimaliste par rapport à la théologie platonicienne. Il y a bien une théologie aristotélicienne, mais il y a beaucoup moins d'intervention du divin dans la constitution du réel. Et il n'y a en effet pas de processus d'engendrement du monde. Enfin, il introduit et il affirme une distinction tout à fait fondamentale entre le monde sublunaire, ce qui est sous la Lune et qui est soumis au devenir au sens de modification, d'altération, c'est-à-dire genèse, croissance, accomplissement, déclin, corruption et destruction. Ce cycle-là, qui est propre à tout ce qui est sublunaire, n'existe pas dans le supralunaire, où tous les êtres qui peuplent le supralunaire sont éternels et parfaits en leur genre pour chacun. Enfin, Aristote est celui qui introduit dans la cosmologie le cinquième élément. Nous avons vu 4 éléments, nous étions partis de l'eau la fois dernière, nous avons vu qu'aller s'introduire dans la cosmologie grecque, elle a traversé l'eau, le feu, l'air et la terre, et si on voulait être tout à fait dans l'ordre, on dirait la terre, l'eau, l'air et le feu, et Aristote introduit un 5e élément supralunaire, et qui, au fond, accompagne la perfection des êtres éternels que sont les astres, ce qu'il a nommé la quintessence et qui deviendra en physique l'éther, qui baigne ainsi les différentes sphères au-delà de la Lune, c'est-à-dire les étoiles, les cercles, les sphères des étoiles mouvantes, et enfin la dernière sphère des étoiles fixes. Tout cela nous montre que la sagacité des philosophes grecs est plus grande que ce que nous croyons d'ordinaire, en les considérant parfois hâtivement comme des grands enfants. Il est vrai que quand on regarde, quand on va se porter sur ces livres extraordinaires que sont les traités d'Aristote, et peut-être plus encore, disons, pour les lecteurs qui ne sont pas philosophes professionnels, les traités de Platon, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une élaboration de pensée d'une rare profondeur, et on n'est pas étonné qu'ils aient accompagné pendant des siècles la pensée de ceux qui nous ont précédés, en Occident et en Orient jusqu'à un certain point, c'est-à-dire dans l'Orient de l'Europe et dans le monde arabe. On n'est pas du tout étonné qu'ils nous aient accompagnés et qu'ils puissent même encore
être une source, quand on veut penser, quand on veut savoir ce que c'est que penser, être une source et une possibilité d'ouverture, même si leurs cosmologies, incontestablement, sont désormais tout à fait périmées. Je vous remercie de votre attention. Et nous avons maintenant une petite pause d'un quart d'heure. Et je m'aperçois, je suis autosatisfaction, j'ai respecté le temps. Alors nous allons reprendre. Vous savez, vous connaissez le principe. D'abord, un échange entre Stéphane Udry, que je remercie très vivement, avec qui nous travaillons très régulièrement. Il est parmi les collègues du département d'astrophysique avec lesquels nous sommes amenés à collaborer régulièrement autour de ces questions. Et au fond, petit à petit, nous nous familiarisons, nous, philosophes, historiens, théologiens, aux principes contemporains de la science, autant que l'on peut, n'est-ce pas, de manière forcément vulgarisée. Et puis, eux, de leur côté, rencontrent, apprivoisent des concepts philosophiques relevant de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Donc, il va poser quelques questions, et puis nous allons discuter un peu ensemble, et ensuite, la parole viendra vers vous. Donc mon rôle ici, c'est d'avoir une réaction à chaud en tant que scientifique à la présentation qui a été faite. Et évidemment, la période des philosophes grecs, elle est importante pour les scientifiques modernes parce que les fondements même de l'approche scientifique sont à trouver dans ces changements conceptuels qui ont été amenés par les Grecs. Et un de ces changements qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la réalisation que nous, en tant qu'hommes, pouvons comprendre le monde par le raisonnement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si on n'a pas cette prémisse-là, la science n'a plus aucun sens. Évidemment, ça pose aussi des questions, parce qu'il y a cette différence entre cosmogonie et cosmologie qui, nous le comprenons, comprendre le monde comment il est. Ça, c'est la cosmogonie. Comment il devient. Comment il devient, mais toujours, cosmogonie, ça ira toujours, avant les présocratiques, ça va toujours, et même encore avec les présocratiques, avec la présence des dieux, l'action des dieux. Donc les cosmogonies vont avec des théogonies. Et la cosmologie, quand le logos s'empare de la question du cosmos, ben là, c'est l'effort de la raison. Voilà, et donc le but n'est plus seulement de décrire comment est le cosmos, mais de comprendre comment il fonctionne. Et là, l'aspect scientifique intervient. Et on voit bien la différence avec cette conception du monde autour des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, etc. C'est très descriptif. Quand on veut comprendre comment il fonctionne, on doit se poser des questions. Et c'est à cette époque-là aussi où la manière de poser des questions, la manière d'apporter des réponses, et même les réponses elles-mêmes, ont changé. Et disons, de porter toute notre confiance dans le raisonnement a aussi ses dangers. Et on le connaît bien maintenant, et c'est pour ça que j'avais juste préparé un slide qui est une illustration de ça, c'est la mesure de la circonférence de la Terre. Ce que je veux démontrer ici, c'est qu'un raisonnement correct va amener à une conclusion fausse si les prémices sont fausses. Donc, c'était le fait qu'à Sienne, au solstice d'été, le soleil est au zénith et on voit l'image du soleil au fond d'un puits. Donc, le soleil est au zénith. Si maintenant on suppose que le soleil n'est pas très loin et donc que la rotondité de la Terre n'est pas importante, on a le diagramme du haut, et puis sur la gauche, on est, je ne sais plus dans quelle ville, mais quelques 50 jours de chameau plus loin, eh bien on a un obélisque et on voit l'ombre portée. Donc ça nous permet de calculer l'angle en direction du Soleil. Et par simple triangulation, on arrive à trouver la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon, et c'est 6500 km. Si maintenant, l'hypothèse est que le Soleil est très très loin, et c'est l'image du bas, les rayons lumineux vont arriver de manière parallèle.
Et voilà. Et on peut s'apercevoir que certains angles sont égaux si les rayons sont parallèles. Et en connaissant la distance entre Alexandrie et Assouan, qui est Silène en fait, qui est Sienne, qui était de 5000 stades ou 50 jours de chameau, c'était les unités utilisées à l'époque. On connaît l'angle, et donc... Ah oui, mon Dieu, c'est vrai. Pourtant, je parle fort. On connaît l'angle, et donc on peut facilement, puisqu'on connaît que la circonférence ça couvre 360 degrés, on peut calculer la surface de la Terre, la circonférence de la Terre, et on trouvait 45 000 km, qui est déjà correct par des considérations simples. Donc ça montre le pouvoir du raisonnement, mais aussi le danger du raisonnement. Parce que si les hypothèses de base sont fausses, la conclusion va être complètement fausse. Et donc ma question aux connaisseurs des philosophes grecs, c'est par quels moyens ces philosophes validaient leur raisonnement. Et ça, dans la science moderne, c'est vraiment important, la validation. Et ça s'est développé au cours du temps par l'obtention de mesures qui allaient tester les modèles qu'on proposait. Donc, dans tout ce qui a été dit, c'est très contemplatif. Il n'y a pas, je n'ai pas senti encore l'intervention des philosophes pour aller tester leur modèle. Quel genre d'observation peut-on faire pour voir si on a raison ou non? Est-ce que ça faisait partie de la réflexion? En fait, il faut se représenter qu'ils n'ont pas du tout accès aux instruments auxquels nous avons accès. En fait, dès la prochaine séance, on va entrer dans un deuxième moment de révolution avec l'introduction d'instruments qui permettent de voir des objets qu'on ne voyait pas ou de voir tout autrement des objets qu'on voyait. Donc, au fond, pour les philosophes, il y a observation que les sens nous offrent et ensuite, à partir de là, raisonnement et puis se dire si c'est cohérent. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fondé sur les sens, mais ça veut dire qu'il faut toujours partir d'une observation. Et ça, je pense que les philosophes grecs sont comme les autres, je veux dire, sont des scientifiques en ce sens. C'est-à-dire qu'ils ont le désir d'observer, pas de spéculer et de dire ensuite ça doit rentrer. Ou alors carrément de s'en aller dans le rêve d'une spéculation d'un monde possible, ou alors se dire ça doit rentrer. Alors, par exemple, les mouvements excentriques de nos planètes, des étoiles, Eudoxe, paraît-il, alors ça je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine, mais il paraît que Eudoxe, juste à l'époque de Platon, avait proposé pour la première fois des modèles de mouvements, des ellipses, des mouvements circulaires dans l'orbite, le mouvement circulaire que l'étoile faisait et qui permettait de rendre compte des anomalies de l'observation. Alors Platon avait dit, mais, oui, parfait, on l'intègre, ça doit être ça. C'est ça, c'est qu'on regardait le mouvement sur le ciel et c'est ça qu'on devait reproduire. Oui, et avec que la pensée devait retrouver de manière cohérente. Voilà, et donc on a introduit ce qu'on a appelé les épicycles. Voilà, ça, on y arrive. Si maintenant on fait se promener la planète sur un cercle secondaire qui lui-même tourne sur le cercle primaire, on arrive de manière visuelle à reproduire ce mouvement rétrograde sur le ciel qui est observé des planètes. Oui. Donc là, on construit un modèle mathématique qui reproduit le monde. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans l'histoire avec les Grecs, parce que ça va jusqu'à Pythagore, c'est qu'au bout d'un moment, le modèle ne correspond plus aux observations. Et ça, c'est très lié à l'approche scientifique moderne. Oui. On construit une conception intellectuelle de la réalité, donc c'est un modèle de la réalité, et ça nous fait penser à Platon, oui. Où il différenciait la forme elle-même et puis l'image de la forme. Oui, oui. Et c'est le mythe de la caverne. On voit la projection de la réalité sur un écran qui est celui qu'on observe. Absolument. Une réalité tout à fait, comment dire, c'est pas sans contact avec le réel, donc on ne voit pas des fantasmagories. Mais notre expérience quotidienne d'êtres humains lambda, c'est qu'on voit un être très dévitalisé, c'est-à-dire au fond qui n'est que la projection de quelque chose qui peut être connu physiquement dans sa structure physique réelle. Donc c'est pour ça que dans l'allégorie de la caverne, on est tous
Platon nous représente tous assis, ensemble, un peu comme on est là, hein, et puis en train de regarder devant nous. Et devant nous, c'est le spectacle du monde, et on y adhère totalement par une conviction totale, parce que nos sens, nous adhérons à ce que nos sens nous disent. Soudain, un moment, par un détour, une rencontre de Socrate, par exemple, eh bien, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Et Socrate, c'est comme celui qui va retirer l'anneau qui nous retenait assis là où nous étions, et qui nous dit, retourne-toi. Et alors on se retourne et on voit dans Lola qu'il y a au fond une sortie. Mais avant de sortir de Lola, il y a tout ce qui est... Imaginez qu'au fond de Lola, il y a des êtres qui sont les véritables êtres physiques, selon leur vraie structure, pas selon la manière dont ils nous apparaissent spontanément à travers les yeux, les ouïes, etc. Mais les êtres physiques qui sont dans leur véritable structure, déjà on peut les connaître. Mais si on va plus loin, on sort de Lola. Et là, on s'aperçoit qu'on entre, en sortant de Lola, on sort comme du cosmos. Et on arrive en contact avec les formes intelligibles elles-mêmes. Ça, c'est le développement le plus élevé. Donc voilà, il y a cette pensée. Mais ça reste une construction intellectuelle. Complètement. Intellectuelle et religieuse. C'est-à-dire, il y a l'idée, si vous voulez, Platon est traversé par l'idée qu'il y a en nous quelque chose d'éternel. Or, notre âme, en tant qu'elle est liée au corps, meurt au sens où le corps, lui, meurt vraiment. Il disparaît. Et ce qui de l'âme est sensible disparaît aussi. Et Platon pense, il est convaincu par l'acte de penser, il se dit, quand je pense des choses qui sont éternelles, si mon âme est capable de penser des choses éternelles, c'est qu'elle est éternelle elle-même. Donc il y a une sorte de conviction métaphysico-religieuse qui le conduit à développer tout le système qu'il développe, tu vois. Mais ce n'est pas une construction comme ça, c'est à partir d'une expérience existentielle. C'est à partir du sentiment que d'ailleurs on retrouve bien longtemps après chez Spinoza, dans l'éthique. Spinoza, qui en un sens n'est pas du tout platonicien, en un autre l'est complètement, à cause de son admiration pour les mathématiques et de sa réintroduction des mathématiques dans la philosophie, Spinoza dit « nous sentons » et nous avons la conviction la plus intime que nous sommes éternels. Eh bien, il y a quelque chose comme ça chez Platon. Platon se dit, je ne pourrais pas penser des réalités qui sont de l'ordre de l'éternel, qui me dépassent infiniment, et cet esprit qui pense cela ne peut pas lui-même ne pas être éternel. Donc à partir de cette conviction, il y a l'élaboration d'un système de pensée tout à fait cohérent, solide, mais à partir de cette conviction. Je reviens sur mon exemple du raisonnement qui peut être induit en erreur si les prémices sont fausses. Donc toute la construction repose sur cette conviction. Oui. D'accord. Et je repose ma deuxième question, c'est comment on essaye de valider une construction ou un modèle, et c'est la grande force, à mon sens, de l'approche scientifique, c'est d'avoir été capable d'agrandir le champ de ce qui est perceptible par les sens. Alors peut-être pas le sens humain, les yeux, la bouche, mais on a été capable par la technologie de développer des nouveaux sens qui peuvent appréhender le monde de manière qui nous était inaccessible avant. Et donc on augmente la partie intelligible chez Platon et on fait diminuer l'autre. Oui. Alors après, nous avons eu par le passé toutes ces discussions sur qu'est-ce que le mystère, qui pour un scientifique comme moi, le mystère c'est simplement ce qu'on ne connaît pas encore, mais qui probablement est intelligible, alors que d'un point de vue théologique, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas tout à fait compréhensible. Et je retrouve cette notion-là chez Platon, quelque part. C'est ça. Je pense qu'en science, le mystère est plutôt une énigme. Une énigme, c'est ce qui est très très difficile. Ce qui est énigmatique, ça nous laisse perplexes. C'est très très difficile, mais on se dit, il n'y a pas de raison en droit pour qu'on ne puisse pas le résoudre. C'est-à-dire qu'on va peut-être trouver la clé. On peut chercher en se disant, il est possible, même si ce n'est pas certain, de chercher la clé. Alors il faut reconnaître que de ce point de vue-là, la science, tu me corrigeras,
Mais la science, sur ces 150 dernières années, a quand même beaucoup changé parce qu'à la fin du XIXe siècle et au moment du positivisme scientifique et de la notion d'un progrès continu par accumulation des connaissances vraies, eh bien, on avait l'idée qu'on allait petit à petit construire un édifice où on aurait réuni toutes les vérités fondamentales et où on pourrait résoudre définitivement l'énigme. Et il me semble qu'au XXe siècle, les révolutions qui sont arrivées, mais on en reparlera, ont complètement déplacé cette certitude intime et ont montré plutôt que la science, en découvrant des choses, en même temps découvrait d'autres abîmes. C'est-à-dire qu'une découverte importante est elle-même l'ouverture sur des questions nouvelles. C'est même plus que ça, c'est plus fondamental que ça. Et puis j'ai juste mis l'exemple de l'étape suivante dans la modélisation du mouvement des planètes, où on a d'abord un cercle, ça ne marche pas, on rajoute un cercle qui se promène sur le premier, ça ne marche encore pas, donc on rajoute encore un cercle, et donc on complexifie simplement le modèle pour reproduire ce que l'on voit. Oui. Oui. Et on sait maintenant que la réalité est différente, que les mouvements sont sur une ellipse, et on peut très facilement reproduire une ellipse avec ces sortes de cercles, comme ça. Oui. Donc le changement profond, c'est le changement du modèle. Ce n'est pas rajouter de la connaissance en termes d'observation. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Et je pense qu'on tient des Grecs ce côté intuition pour la construction d'un modèle qui permet de mieux représenter la réalité. Mais en science, on parle toujours de ce qu'est la réalité, mais en fin de compte, on ne fait que construire des modèles de cette réalité. Et c'est pour ça que de regarder cette réalité par différents points de vue, à travers différentes fenêtres, c'est à mon sens fondamental. Et cette fenêtre, elle peut être purement scientifique, mais elle peut être philosophique aussi. Et il y a peut-être aussi une différence importante, c'est qu'on a définitivement cessé d'entretenir le rêve que nous puissions, en tant qu'êtres humains, saisir le tout de la réalité. Il y a quand même une caractéristique, je me permets de développer une seconde là-dessus, il y a quand même une caractéristique chez les Grecs, c'est l'idée qu'au fond, par l'esprit humain peut saisir le tout, les structures du tout, et comprendre l'engendrement de toute chose. C'est peut-être très très difficile, mais l'effort est à notre portée. Et il faut rectifier son entendement, il faut beaucoup travailler. Platon dit c'est un travail qui dure jusqu'à 50 ans pour pouvoir commencer à être... La philosophie, c'est 25 ans d'effort avant de pouvoir commencer à être sérieux. Et donc, bon... mais quand on y est, vraiment, on peut saisir le tout et comprendre le tout. Alors que et ça, c'est la science. Au fond, l'idéal du sage, c'est un regard heureux sur la beauté du réel. Et c'est sa béatitude, c'est d'être entré dans la compréhension de la totalité du réel et de pouvoir lui-même s'y comprendre. Et ça, peut-être que dans les sciences, c'est quelque chose à quoi on a définitivement renoncé, non ? C'est une question difficile. Par contre, on a parlé de révolution scientifique dans les dernières décennies. Oui. Il y en a une qui est vraiment profonde, c'est l'avènement de la mécanique quantique. Oui. Donc, passer d'une description simplement de mouvements de particules, d'objets dans l'espace, à un modèle qui reproduit une partie de la réalité basée sur les statistiques. Et le fait, pour l'observateur, de faire l'expérience va influencer le résultat. Oui. Pas que si moi ou un autre scientifique fait l'expérience, on va obtenir la même chose. Mais le fait que l'homme, quelque part, celui qui regarde, a un rôle à jouer là-dedans. Et ça le remet dans le processus, quelque part. Oui, oui, oui. Et donc, ce sont des questions qui s'ouvrent grâce au nouveau développement de notre compréhension du monde, ou de notre modélisation du monde, pour revenir là-dessus. Et vers quoi ça va mener, je pense que c'est une question totalement ouverte. Et donc, je ne rejetterai pas la partie humaine du processus. D'accord. Et alors, j'aurais une autre question à te poser, si tu veux bien. C'est qu'au fond, quand on considère nos philosophes grecs, on a vraiment l'exemple de personnes qui veulent connaître le réel de façon à en déterminer ou à pouvoir saisir ce que nous appellerions aujourd'hui, eux n'auraient pas parlé comme ça, mais en saisir le sens et de pouvoir se comprendre eux-mêmes par la science, grâce à la science, comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à faire
au sein du tout. Et au fond, la cosmologie, alors là, que ce soit celle de Platon, chez Platon c'est plus qu'Archinette, mais même chez Aristote, il y a quelque chose d'analogue. C'est-à-dire, il y a tout de même l'idée de quelle est la destination de l'être humain. Et l'être humain, la destination de l'être humain, c'est d'accéder, par la compréhension du tout, d'arriver à quelques instants de perfection, ça et là, c'est-à-dire d'être capable de penser, de coïncider avec l'acte pur par lequel Dieu pense à tout instant et pleinement le réel. Et cette coïncidence avec l'acte pur, c'est l'accomplissement définitif, au-delà même des hautes fonctions publiques, de l'illustration dans la cité. Vous savez qu'il y a des étages d'accomplissement dans l'éthique. D'ailleurs, tout à l'heure, je présentais vous avez peut-être vu en passant, dans les vignettes, il y avait l'école d'Athènes. Et puis on voyait Platon, doigt vers le ciel, avec Raphaël l'avait représenté. Ils sont au centre de l'école d'Athènes, ils sont au centre de tous les philosophes grecs, on considérait que c'était le plus important. Et puis, c'est là ? Oui, voilà. On les voit. Donc ici, vous avez le vieux Platon à gauche, doigt vers le ciel avec le timée sous le bras. Et puis, à droite pour nous, vous avez Aristote plus jeune, bien sûr, puisqu'Aristote naît en 384, quand Platon naît en 427, avant notre ère, eh bien, avec l'éthique. Et il met la main vers le bas. Mais en réalité, alors, c'est une façon commode et pas idiote de dire, Aristote, il s'occupe plus des affaires de la terre, et puis Platon, il est plus dans les idées. Mais en fait, c'est une simplification. Parce qu'en réalité, Aristote avait le même souci, et Platon avait le souci d'éthique centralement également, mais Aristote avait le même souci de se comprendre. Le cosmos, c'était comprendre sa place par rapport. Alors, comprendre pourquoi on est périssable, comprendre ce à quoi on peut accéder grâce à notre intellect, agent, et coïncider ultimement avec l'acte de pensée éternelle du Dieu, de Dieu, de l'acte pur. Sans aller jusqu'à cette dernière partie, je pense que les questions fondamentales, qui sommes-nous, où allons-nous, sommes-nous seuls, sont des questions totalement encore d'actualité, même si on les sort du contexte purement philosophique. Je pense que ça a trait à la nature même de l'homme et la curiosité qui l'anime pour essayer de comprendre son univers. Alors après, il y aura des gens plus matérialistes du côté des biologistes qui verront ça simplement comme un moyen de l'organisme complexe qu'on est d'essayer de subsister le plus longtemps possible. C'est un peu une vision un peu presque pessimiste. Après, il y a l'approche qui est plus liée à la philosophie, qui vise à la grandeur, qui vise à s'élever. Parce il y a aussi des philosophies qui disent qu'au fond, le fond du fond, c'est qu'il n'y a pas de sens. Bon, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas très constructif. Ça ne nous pousse pas vers l'avant. Non. Et cette différence entre ce qu'on pense au niveau du ressenti venir d'une âme, d'une sorte de transcendance dont on fait partie, ou simplement de processus biologiques, on a un peu les deux extrêmes. Et le but de la science actuelle, c'est d'essayer de comprendre en ajoutant des éléments de connaissance si on est plutôt d'un côté ou de l'autre. Et je pense que tout scientifique sérieux actuellement doit probablement avoir cette question en tête, une idée peut-être personnelle précise de ce qu'est la réponse, mais doit reconnaître qu'on n'a pas moyen de démontrer qu'on est d'un côté ou de l'autre. Et pour revenir aux philosophes grecs, c'est vrai que, évidemment, ils avaient peu de moyens à ce moment-là en termes d'observation pour essayer d'étayer les constructions qu'ils faisaient, mais pour moi, c'est un manque. C'est comment ils essayaient de valider s'ils avaient raison ou non. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un astrophysicien théoricien qui disait, pour nous c'est facile, on peut chaque jour arriver avec une théorie différente, et si on en propose assez, il y en aura bien une qui sera juste à la fin. Donc est-ce qu'on ne se rappelle pas des théories des anciens Grecs seulement parce qu'elles ont une résonance aujourd'hui dans notre société moderne? Et puis, en fait, ils essayaient beaucoup de choses, ce qui est le propre même des constructions de l'esprit, de l'intellect. Oui, et ils se corrigeaient. Quand, par exemple, Aristote pose le problème du temps, de dire « enfin, vous ne pouvez pas engendrer à un moment donné la temporalité elle-même. Si la temporalité apparaît à partir du mouvement et du mouvement circulaire
que le démiurge produit, génère, engendre pour l'âme du monde, qui va du coup se mettre à tourner, et la temporalité des marées par rapport et s'adosser à l'éternité, eh bien, pour que ce moment survienne, il faut qu'il y ait le temps avant le temps. Et ça ne va pas. Donc, du coup, il y a des corrections mutuelles qui se font à partir parfois du pur raisonnement. Mais il faut reconnaître que aussi, ce n'est pas du tout étonnant, qu'il y ait, du coup, c'est la conséquence de ce que tu remarques à très juste titre. Il y a, en réalité, j'ai évoqué 2 cosmologies, mais au fond, on aurait pu évoquer la cosmologie des épicuriens, on aurait pu évoquer la cosmologie des stoïciens, et à chaque fois, on a des modèles différents qui se déploient, qui sont à chaque fois sensés, qui ont à chaque fois leur cohérence, qui peuvent même, donner l'appui à une éthique, mais dont l'assurance en vérité est à chaque fois, entre guillemets, démentie selon la vérité telle que nous la comprenons, c'est-à-dire une adéquation parfaite entre la connaissance et ce qui est connu. En fait, avec les Grecs, il y a toujours un décalage. Mais alors le comble, c'est que, au fond, un Platon en était, de toute évidence, assez conscient. C'est-à-dire qu'en proposant son mythe de démiurge, eh bien, il fait bien dire à ses intervenants, au fond, ce sont des choses qui nous échappent en dernière instance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les saisir telles quelles. On est donc obligé de forger un récit qui sera aussi ressemblant que possible de ce qui doit être, ou de ce qui est, qui parvient à nous faire comprendre ce qui est, et qui est vraisemblable. Et donc je pense qu'eux-mêmes étaient conscients de l'idée que ce qu'ils proposaient était vraisemblable, et que c'est la raison pour laquelle ils faisaient parfois des coups de force. Le démiurge, c'est tout de même un coup de force, n'est-ce pas? De dire, il y a un démiurge, on ne sait pas d'où il vient d'ailleurs, il y a un démiurge qui va produire à partir de la contemplation pure des formes intelligibles, c'est le père des dieux, le démiurge, et il va créer tous les dieux aussi. Il crée tous les astres, il crée tous les dieux, mais d'où il vient ce démiurge? Vous voyez, donc... Oui, mais l'ensemble des activités fabricatrices qui lui sont conférées, en quelque sorte, on pourrait résumer ça en l'ensemble des lois de la physique. Oui. Donc, en fait, ce qui m'étonne toujours avec les Grecs, c'est la puissance inductive purement intellectuelle qui leur a permis de mettre le doigt sur des éléments fondamentaux qui sont encore vrais aujourd'hui. Oui. Alors qu'ils n'avaient que très peu de moyens d'investigation autres que le raisonnement pur. Oui. Et ça, c'est vraiment très fort. Et ça marque vraiment, pour moi, un changement fondamental dans la manière de réfléchir et qui a amené à la société telle qu'on la connaît, avec bien sûr 1000 ans d'obscurantisme au milieu, mais ça, ça c'est de la politique, c'est plus de la science. Alors, il n'est que temps de laisser la parole au public. Si vous avez donc des questions, c'est le moment de les poser. Le micro n'est pas là, je le crains. Et ça, c'est un peu dommage. Dans l'idéal, alors soit il faut le dire avec très forte et intelligible voix, votre question, ou vous pouvez même, sans souci, vous permettre de venir la poser ici. Nous nous écarterons à bonne distance sanitaire, nous vous le promettons. Mais on peut la répéter aussi, si jamais. Et on peut la répéter. On peut la répéter, mais dans ce cas-là, ne la faites pas trop longue, ou alors, si elle est un peu longue, elle sera répétée succinctement. Oui. Bien fort. Une question par rapport au temps. J'ai pas compris. L'idée, c'est qu'à partir du Big Bang... Oui, à partir du Big Bang. L'espace et le temps se mettent en place. Oui. Est-ce que la physique moderne n'est pas devant le même problème que posait Aristote, c'est-à-dire, au fond, comment penser l'engendrement du temps si on s'installe d'emblée hors du temps, hein? Alors, je laisse Stéphane. Merci. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais ce qui est sûr,
c'est que la science moderne n'explique pas tout. Et pour moi, la meilleure illustration de ça, c'est simplement notre compréhension du monde maintenant, en termes d'énergie ou de masse, fait qu'on ne connaît que le 4% de l'univers. Il y en a un 20-25% qu'on appelle matière noire, parce qu'on voit son effet gravitationnel, donc on sait qu'elle est là, parce qu'on connaît bien la gravitation, mais elle n'a pas de consistance entre guillemets lumineuse. Donc on ne sait pas quelle est sa nature. Et il reste encore 75% de l'énergie de l'univers qu'on doit poser parce qu'on a fait une construction particulière, un modèle d'un univers qui est créé par un Big Bang, qui est en expansion, etc., pour lequel on a maintenant toute une série d'observations qui confirment ce modèle. Donc ce modèle, il a résisté vraiment à une investigation très profonde. Mais dans ce modèle, eh bien, il y a une accélération négative. C'est comme si vous prenez un caillou, vous le lancez. D'une fois que le caillou est lâché, si vous êtes dans le vide, eh bien, il va continuer à vitesse constante. Il n'est plus accéléré, parce qu'il faut une force pour l'accélérer. Eh bien, l'univers est fait de matière, donc à un certain moment, on s'attend que si on lui donne une impulsion au début, ben, la matière va s'écarter, puis après, chaque constituant va s'attirer, ben, ça va revenir. Ben non, et il est encore en train d'accélérer. Donc il y a une force qui pousse l'univers dont on ne connaît pas la nature. Et ça sort du modèle. Et donc on pourrait appeler ça quintessence, ou comme chez les Grecs, quand on arrivait un peu à la limite de la connaissance, ben on introduisait un concept purement intellectuel. C'est ce que fait la science moderne. Alors par contre, on développe des instruments pour essayer d'aller tester et de mieux comprendre. Mais ça peut amener à une refonte générale du modèle. Donc peut-être dans une centaine d'années, on ne parlera plus de Big Bang. Ce n'est pas impossible. Mais pour le moment, c'est le modèle qui résiste le mieux à toutes les investigations, et elles sont nombreuses et très très précises. Alors comment le temps s'intègre là-dedans? C'est une question très compliquée. J'ai assommé tout le monde. Ce qui me frappe, tu sais Stéphane, il y a une question. Oui, allez-y, bien haut, s'il vous plaît. Au fond, oui, vous posez la... Oui. La question est de savoir si, au fond, l'être humain cherche à faire, à partir de la pensée des Grecs, en considérant la pensée des Grecs, est-ce que l'être humain cherche à faire converger, tenir ensemble l'expérience qu'il vit, l'expérience qu'il fait de la réalité sensible et animée, et les réalités dernières auxquelles les réalités dernières auxquelles la pensée peut le conduire, et qu'il essaye de faire converger les deux, ou est-ce qu'il part de cette convergence, ou est-ce qu'il part de ses convictions dernières pour aller, si je vous ai bien compris, pour retrouver, l'inscrire dans l'expérience présente. En d'autres termes, moi j'ai compris la question comme étant
est-ce que les penseurs, les philosophes, ici les philosophes grecs, partent d'une adhésion a priori à une certaine foi rationnelle, si on peut parler comme ça? Eh bien, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas... Vous voyez, c'est là qu'il y a une différence, au fond, entre les religions de la révélation et les religions auxquelles conduisent l'acte philosophique. Peut-être qu'on peut voir là une différence. Les religions liées à une révélation partent d'un donné qui est venu malgré ceux à qui cela arrive et avec lequel, qui bouleverse leur vie, et avec lequel, à partir duquel, ils réordonnent toute chose. Je faisais remarquer, en parlant d'autre chose, à mes étudiants, que le premier étonné dans la rencontre divine entre Moïse et Dieu à travers le buisson ardent, c'est Moïse. Et Moïse, son premier mouvement est non seulement la surprise, mais la réticence. Mais ça lui tombe dessus. Et on pourrait dire que de ce point de vue-là, dans des religions de la révélation, on part de quelque chose qui vient. Une annonciation, une révélation prophétique, une révélation à celui qui devient prophète parce qu'il se sent dépositaire de quelque chose qui vient d'ailleurs et qu'il n'a pas demandé mais qui est survenu. Alors il part de là et toute chose est changée à partir de là. Eh bien, on pourrait dire que du côté des philosophes que nous considérons, ça ne part pas comme cela. C'est-à-dire qu'ils partent de l'expérience concrète et vivante, et chez Platon, peut-être pourrait-on dire, je veux dire, ce sera forcément un peu simplificateur, mais il y a une profonde insatisfaction, alors que beaucoup de gens, avec les sophistes, se contentent de voir passer les apparences, les voir jouer ensemble, et se disent, quel est le meilleur profit que je peux en tirer? Bon, aux yeux de... Et alors les sophistes, ce sont les maîtres qui passent de ville en ville, et qui, sous la plume de Platon, sont très contents d'y gagner beaucoup d'argent, eh bien, et qui viennent enseigner aux gens comment tirer le meilleur profit des apparences et s'orienter en fonction des apparences les plus utiles. Alors, Platon, il y a une profonde insatisfaction à ça. C'est-à-dire qu'il estime que ça conduit... C'est un marché de dupes. C'est-à-dire que ça conduira de toute façon à des satisfactions qui se tourneront en dissatisfactions, qui ne pourront pas contenter, étancher complètement la soif de notre désir. Vous savez que c'est un thème qu'on trouve dans le Banquet, où Platon dit que justement, il y a quelque chose d'érotique dans la philosophie, au sens très précis, où il y a un éros, un mouvement d'amour de ce qui nous manque, et qui n'est pas de pouvoir séduire tel beau jeune garçon ou telle belle jeune fille. Ça, c'est l'erreur ordinaire. Mais, et c'est pour ça que Platon dit faut certainement passer par là. Vous pouvez, les dialogues de Platon sont presque crus parfois là-dessus. Hein, il faut peut-être passer par là, mais c'est pour aller au-delà. Et aller au-delà, alors parce que l'expérience ordinaire le déçoit, ne lui suffit pas. Et donc, et à partir de là, il se pose des questions. Et il se dit, mais au fond, ce qui fait que tout de même, ce monde d'apparence n'est pas n'importe quoi, c'est peut-être quelque chose qu'on entreaperçoit, mais qui vaudrait beaucoup plus si on se concentrait dessus, si on essayait de vraiment le connaître. Et à partir de là, en essayant de vraiment le connaître, arrive la notion, et là on entre dans une forme de pensée religieuse, de se dire, mais, et je répète ce que je disais tout à l'heure, mais en connaissant ces formes mathématiques et ces structures, elles, contrairement à tout ce qui fuit sans cesse, elles restent identiques à elles-mêmes. Elles ne sont pas soumises au temps et au changement. Mais du coup, il y a quelque chose d'éternel. Mais s'il y a quelque chose d'éternel, moi qui pense l'éternité, c'est que mon âme est peut-être aussi éternelle. Et là, on introduit du religieux à partir d'une réflexion ancrée dans l'existence, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, on n'essaye pas de renouer de morceaux, ou pour le dire mieux, il n'y a pas quelque chose qui survient et qui fait qu'on doit aller vers le réel qui est vécu en le transformant. Mais il y a le réel qui est vécu ne me satisfait pas. En approfondissant les choses, je m'aperçois que ça m'ouvre les portes sur d'autres horizons. Deux démarches, voyez-vous, qui ne vont pas tout à fait dans le même sens, et c'est pourquoi, à mon avis, il y a bel et bien toujours une différence fondamentale entre les religions de la révélation, entre la révélation et entre les développements de la raison en ce qu'elle a
de plus élevé. Il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'au fond, la raison peut accéder à la notion d'une transcendance, n'est-ce pas, par la situation dans laquelle elle se découvre, alors que du côté des religions de la révélation, soudain, la transcendance survient, elle vient à, et elle bouleverse celui qui est touché par. Et alors là, du coup, on entre vraiment dans ce qu'on appelle la foi. Une philosophie peut vous boucher, comme c'est le cas chez Platon, sur une foi rationnelle, une théologie rationnelle. Théologie rationnelle, ça ne va pas, parce que ça voudrait dire que les théologies chrétiennes ou musulmanes ou juives ne sont pas rationnelles. C'est faux. Mais sur une sorte de foi qui est l'issue, le développement de la raison, n'est-ce pas? Alors que ici, vous aurez dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, vous aurez des développements théologiques extrêmement rationnels, mais prenant leur point d'appui sur quelque chose qui est venu les mobiliser et qui ne dépendait pas d'eux, qui ne dépendait pas d'eux directement et uniquement de leur expérience quotidienne. C'est un point de vue qui est très optimiste. Ah oui? Oui, parce que le philosophe, en tant que personne, il a été élevé, éduqué dans une culture. Oui. Et c'est dans ces racines-là qu'il va aller chercher sa recherche de la transcendance. Oui. Mais il y a certains aspects qui sont tellement inculqués au niveau de la culture dans laquelle est le philosophe, oui, que ça peut être un frein, voire fermer des portes. C'est vrai. Il n'y a pas que l'aspect qui ouvre vers quelque chose de grand. On a l'exemple d'absolument utiliser des sphères pour le mouvement des planètes, ou Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé parce qu'il n'aimait pas l'approche probabiliste. Ouais. Ben, ça a freiné sa compréhension du monde quelque part. Je suis d'accord. Oui, Roland. L'idée, probablement, cette idée... Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, à travers les siècles, à partir du moment où l'on a quitté la pensée antique, un blocage légué, même produit, provoqué involontairement par la pensée antique, un blocage à partir d'un certain nombre de postulats ou de principes qui, s'étant petit à petit consolidés, étant reçus et transmis de génération en génération, ont fini par paraître d'une évidence absolument non déplaçable, non contestable, impossible à bouger. Et peut-être que effectivement cela... Quels sont ces deux blocages? Oui. Pour répéter. Vas-y. Un des blocages, c'était la méfiance vis-à-vis des développements techniques, et deuxième, le besoin de perfection de la théorie. Et alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, ça je ne sais pas, je tâtonne avec vous, mais il y a quelque chose de singulier, vous savez, qui est lié. Au fond, chez les Grecs, il y a l'idée que le cosmos ne peut être que parfait. Et que par conséquent, quand on le regarde bien, on y retrouve la perfection qui le caractérise. Peut-être que cette idée-là est effectivement source de blocage.
C'est-à-dire, au fond, c'est ce qui se passe, on en parlera peut-être dès la semaine prochaine avec Michel, avec Michel Grandjean, mais peut-être que quand on s'aperçoit que quand on regarde les astres que l'on considérait comme divins, ils ont plein d'imperfections, d'anomalies, de bizarreries, sur le Soleil, sur la Lune, il y a des cratères, sur le Soleil, des explosions. On se dit, ce n'est pas la perfection attendue. On est perturbé par une observation qu'on n'avait pas pu faire jusqu'alors. Mais donc peut-être que l'idée qu'il y a quelque chose de directement articulé entre la perfection divine et le cosmos a été une gêne. Et d'ailleurs, ça inviterait à réfléchir sur la question théologique, de savoir, qu'est-ce qui... Alors, remarquez, en même temps, il y a des limites, mais Platon les met, ces limites, n'est-ce pas? Il les met sur la terre, c'est-à-dire les limites de la chora, les limites de la nécessité, ont des effets réels d'imperfection sur la terre, mais pas dans le ciel. Peut-être qu'on pourrait penser, même dans une perspective théologique, on pourrait penser le fait que nécessairement, il y a, parce que la création de Dieu n'est pas Dieu, et ne peut pas n'est pas le double de Dieu, n'est pas la sortie de Dieu de lui-même, eh bien, peut-être que de toute façon, chercher la perfection absolue dans l'univers, c'est une erreur par soi. Là, je fais un petit développement théologique en passant. Non, mais on l'observe par la science actuelle. On connaît la nature de mieux en mieux, et on s'aperçoit que la nature ne cherche pas la perfection. Tout ce qui se développe est toujours à la limite de l'instabilité, et dès qu'on atteint un stade qui permet de passer un seuil, ça va fonctionner et ça suffit. On n'a pas besoin de chercher cette perfection, elle est nulle part dans la nature. Il y a une sorte de beauté, ça, on ne va pas le dénier, mais ce besoin de perfection ne se retrouve pas dans la nature, et c'est ce que montre la science moderne. Et pour moi, ce besoin de perfection, il vient du sentiment religieux, très nettement. C'est un besoin interne à l'humain qui est de même nature que ce besoin de transcendance. Et ça a marqué, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, ça a marqué le développement de la pensée pendant très longtemps. Mais ça l'a aussi aidé, parce que ça a poussé vers cette recherche de perfection. Maintenant, simplement, on comprend un peu mieux comment les choses fonctionnent. Oui, cette remarque me paraît bien intéressante, vraiment. Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout le monde antique, encore pendant les 1000 ans dont vous avez parlé, un postulat qui n'a jamais remis en question, qui est l'existence de Dieu, alors que dans la science moderne, c'est l'hypothèse de départ qui était tabou. Il y en avait, en fait, dès le monde grec antique, ancien reculé, Critias, par exemple. Ah non, parce que Critias, je pense à Épicure aussi, le statut très particulier. Alors bien sûr, il y a des dieux chez Épicure. Alors ils ont une caractéristique très particulière, c'est qu'ils ne se soucient absolument pas de nous, ils n'ont rien à voir, rien, avec nous, et nous, on déploie notre vie totalement indépendamment d'eux. Ça n'a aucune importance. Si ça, ce n'est pas une manière de dire, au fond, la question des dieux, je la balaye, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, chez Critias, c'est encore plus net. Alors, ils sont minoritaires, mais ils ont été aussi persécutés lorsque, disons que la civilisation chrétienne s'est déployée au sens où le christianisme était devenu la colonne vertébrale des sociétés d'Europe occidentale. Évidemment, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces textes-là, par exemple, on ne les trouve plus, ils ont été disparus, ils ont été détruits, on n'a pas cherché à les conserver. Mais donc, certainement, mais somme toute, vous savez, cette question de Dieu ou pas Dieu, elle
En fait, elle se pose toujours, mais le problème, c'est les conditions pour pouvoir la poser. Il y a des fois où il vaut mieux pas la poser directement. Et il vaut mieux, comme disait Léo Strauss, développer l'art d'écrire en temps de persécution. Mais cela étant dit, il est vrai. Moi, je pense que sur le fond, j'ai fait tout ce petit détour parce que j'avais envie de parler, mais peut-être pour bavarder purement et simplement. Mais au fond, il est vrai que pendant des siècles, la question de Dieu et le rapport au divin avait une sorte d'évidence. Et que petit à petit, cette évidence a été contestée, critiquée. Peut-être aussi avec une certaine façon d'envisager et d'engager le monde. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais je lis un livre actuellement de Amitav Ghosh qui s'intitule « Le grand dérangement » et qui parle de la façon dont, dans le monde moderne, on s'est acclimaté à voir l'homme, habitué à voir l'homme et le monde, et surtout à fermer l'horizon, nous coupant de ce qui peut nous troubler profondément dans la nature et dans le cosmos. Eh bien, on a contribué aussi à développer une pensée inverse, c'est-à-dire une pensée qui est coupée de tout ce qui nous dépasse. En d'autres termes, on s'est habitué à penser un monde à la mesure uniquement de l'être humain. Et quand on ferme bien les portes et les fenêtres, et que l'on veut penser la réalité uniquement en fonction de nous, effectivement, vous ne vous posez plus la question de Dieu. Vous êtes amené à ne plus vous poser la question de Dieu. Alors, ouais, voilà ce que... on a en quelque sorte construit un modèle qui n'a pas besoin d'un Dieu pour fonctionner de manière cohérente. Voilà. Et si on suit le processus, même scientifique, l'idée est d'avoir des observations qui vont tester ce modèle de plus en plus, et si à un certain moment, les observations ne correspondent plus au modèle, ben, il faudra le changer. Et donc, la science actuellement n'est pas capable de dire « il n'y a pas de Dieu ». La science dit juste « on arrive à expliquer le monde sans qu'un Dieu ne soit nécessaire ». Mais ça ne nous dit pas comment l'univers s'est formé. Hein. Le Big Bang, c'est encore hors de portée de nos observations. Donc la question, elle est ouverte quelque part. Et pour un scientifique, avoir des questions ouvertes, c'est la matière première de la recherche. Donc ça ne nous gêne absolument pas. Par contre, le besoin de sécurité à un certain moment dans l'évolution d'une société explique ce besoin de donner un nom à ce qu'on ne connaît pas, et on peut l'appeler Dieu ou des choses comme ça. Pour moi, le processus, il est assez clair. Est-ce qu'on arrivera une fois, par un modèle, à tout expliquer, incluant la non-existence de Dieu? Ça, je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'on est là, hein, non? C'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on sera à nouveau là la semaine prochaine en écoutant mon ami le professeur Michel Grandjean. Et vous êtes donc conviés à revenir ici, dans cette salle, heureusement qui nous sera encore attribuée la semaine prochaine. Vous savez que de temps en temps, on doit aller à la MR80 de l'autre côté à Unimile, et c'est beaucoup moins agréable qu'ici. Nous aimons mieux notre maison, nous sommes comme E.T., maison, maison, et c'est ici notre maison. Eh bien, nous serons donc heureux de vous retrouver, et merci encore pour votre participation.